Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Ce soir, je reçois pour vous Monsieur Jean-Claude Mbouakiem. Il est écrivain, il est également diplomate de carrière, fils de feu Vincent Robert Mbouakiem. Avec lui, nous allons parler de son livre, à savoir, il vient comment d'écrire un livre sur son père, voilà. Il est là le livre, Vincent Robert Mbouakiem, le paradigme politique. Donc on va essayer d'en parler et nous parlerons également du Congo, l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo et puis la diplomatie congolaise, pourquoi pas. Alors, Monsieur Jean-Claude Mbouakiem, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Ravi d'être ici et je vous remercie pour l'invitation. Un réel plaisir en tout cas de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Alors d'abord cette question, Jean-Claude Mbouakiem, qui est Jean-Claude Mbouakiem? Parlez-nous brièvement de vous, juste question de vous faire connaître auprès du public des Tac au Tac Magazine qui vous suivent en ce net moment. Voilà. Je suis diplomate depuis 22 ans et j'ai une formation en journalisme. J'ai un diplôme aussi en communication et là j'ai une maîtrise en relations internationales, gestion des relations internationales que je viens d'obtenir en Angleterre. Voilà. Donc vous êtes en Angleterre ou Non, je suis en Namibie. En Namibie, c'est là où vous travaillez, à l'ambassade de la RDC en Namibie. En Namibie. Eh ben, voilà. Alors, comme vous venez de le dire tantôt, vous êtes diplomate professionnel, mais vous avez écrit un livre sur comment votre père, Vincent Robert Mbouakiem. J'aimerais un peu savoir, parce que j'ai essayé un peu de parcourir les livres, pourquoi avez-vous préféré mettre son paradigme politique par écrit? Ben écoutez, d'abord c'est les personnages qui m'intéressaient, qui me fascinaient. De mon jeune âge, j'étais cet enfant qui s'asseyait avec les adultes, à même les sols, pour écouter les histoires, les anecdotes. Alors, je me suis dit à un moment donné qu'il fallait arriver à pérenniser ces histoires, ces anecdotes, en fait, même son idéologie politique, parce que c'était un politique. Alors, je me suis dit, il faudrait que je le fasse. Si pas moi, quelqu'un d'autre ne le fera pas. Mais je ne me donne même pas le monopole d'être celui qui va écrire l'histoire de notre papa, mais je me suis donné ce plaisir de le faire parce que c'était aussi une promesse de jeune enfant. Donc, le paradigme politique, pour moi, c'est en fait le modèle politique que lui a pu nous présenter, quoi, dans le sens que les valeurs politiques qu'il défendait et ses convictions politiques qu'il défendait. Et tout ça, j'ai voulu que ça soit écrit dans un livre pour les générations futures. Donc voilà un peu ce qui m'a motivé, surtout les personnages qui me fascinaient. Voilà. Et que visez-vous en parlant de votre propre père ainsi, le pouvoir? Non, pas du tout. Ce livre a été publié en 2012. Vous imaginez ça? Ça fait quand même un bout de temps. Donc c'est juste qu'il est revenu peut-être à être mis sur la sellette aujourd'hui, compte tenu du fait que de son parcours, il fut membre fondateur de l'UDPS et membre du directoire de l'UDPS. Donc l'UDPS au pouvoir, les gens sont intéressés à connaître c'est quoi l'UDPS et son parcours. Peut-être que vous avez trouvé un peu qu'il a été envoyé dans les oubliettes, hein, votre papa. Bon, vous savez... Vous avez voulu un peu réveiller son histoire. Vous savez, la mémoire collective, elle est souvent courte, comme on dit. Oui. Alors, compte tenu du fait qu'il fallait quand même que de son histoire, parce qu'il a beaucoup contribué dans l'histoire de notre pays. Il a été dans tous les rendez-vous. Il a été, avant l'indépendance, comme activiste pour l'indépendance. Ensuite, il a participé au premier gouvernement, en fait, au gouvernement des ILEO 1 et 2, comme secrétaire d'État. Ensuite, il s'est retiré de la scène politique compte tenu du coup d'État que Mobutu coup d'État au terme duquel Mobutu a été à la tête du pays. Et ensuite, il est revenu sur la scène politique dans la clandestinité, dans la lutte avec l'UDPS, jusqu'à ce que qu'il ait quitté ce pays, en fait, ces terres des hommes,
Donc, toute sa vie, ça n'a été que le combat et la lutte politique. Et moi, je l'ai fait. C'était aussi une promesse pour faite de son vivant. Donc, j'ai voulu que sa mémoire reste dans la mémoire collective quand même. C'est pour ça que j'ai écrit ces livres ici. Et vous venez de dire que ça a été publié en 2012. En 2012, oui. Et vous faites la promotion maintenant. Pourquoi seulement maintenant? Non, parce que, non, je ne vous coupe pas la parole parce que la fois passée, j'ai reçu son petit-fils, hein, Jean-Claude Tabial, qui est votre neveu. Il y a aussi Tony Mbwakem, qui devait d'ailleurs passer dans cette émission, mais il n'est pas venu, hein, je l'en veux quand même. Mais il est passé chez mon confrère Peter Tiani, voilà, pour parler justement de votre père, le grand-père, tout ça, tout ça. Mais pourquoi seulement maintenant? Non, comme je l'ai dit, même dans les livres... Pourquoi je demande, est-ce que vous visez le pouvoir? Puisque désormais, vous le savez, on voit le fils le fils de Kabila, le fils de Tshisekedi, le fils de Kibasa, le fils Liaou, tout ça. Et écoutez, vous souhaitez aussi être reconnu comme le fils de Mbwakem? Non, il n'y a aucune revendication. Il n'y a aucune revendication. Tout simplement, moi, quand j'ai écrit ces livres en 2012, quelque part, je l'ai écrit, j'ai dit, il faudrait qu'au terme de ces longues luttes, que l'UDPS arrive au pouvoir. Et c'est justice faite aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. Oui, au pouvoir, oui. Donc, après 37 ans. Voilà. Donc, moi, quand j'ai sorti ces livres en 2012, peut-être on pourra dire que j'ai prophétisé. Mais c'était pour moi le souhait idéal, le souhait ultime, que l'UDPS arrive au pouvoir. Donc, aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir, donc on ne peut que applaudir. Je ne revendique rien. Bien entendu, parce que je suis déjà... Un clin d'œil à Félix Tshisekedi. Mais écoutez, ça pourrait aussi être légitime aussi pour moi de dire, voilà, regardez aussi. Mais écoutez, l'objet aujourd'hui, c'est parler d'un parcours politique, d'un homme politique qui a contribué suffisamment au prix des sacrifices, au prix de beaucoup de sacrifices, et nous sommes aussi parmi ces sacrifices des victimes collatérales. Voilà. Donc, la politique, c'est dans les sangs. Hein. On voit avec vos pères, aujourd'hui, ce sont des fils qui sont là. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Quand un fils... D'ailleurs, Félix, lors de consultations, Félix a reçu les fils Liaou, tout ça, Mbwakem aussi, David Mbwakem. Bien entendu, bien entendu. Fils, ouais. Mais pourquoi pas? Quand un fils d'un joueur de football devient joueur de football, ça pose encore problème. Non, ça pose pas problème. Voilà. Quand un fils d'un musicien devient musicien, ça pose... Et c'est pour dire que c'est dans les sangs, en fait. Mais écoutez, c'est dans le sang peut-être, c'est dans l'ADN. Mais oui, nous pouvons que dire que, écoutez, c'est justice faite. Voilà. Alors, Mbwakem, votre père avait lutté contre le pouvoir colonial, hein, vous venez là de le dire. Souhaiteriez-vous qu'il y ait parmi les dirigeants congolais des gens capables de dire non au néocolonialisme? Ah mais oui, bien entendu, c'était sa lutte. C'est là où il a fait ses premières armes. Donc, il a commencé sa lutte dans l'ombre de Kasavubu, le président Kasavubu, quand il était encore bourgmestre de Dendal. C'est là où il a commencé ses armes. Quand ils se sont vus à Boma, lui, il faut rappeler qu'il était dans la sûreté belge avant de pouvoir changer de Kazakh et lutter contre ce qui était son employeur dans les temps. Donc, sa lutte a été contre le colonialisme. Et il a dû se battre avec tous les sacrifices possibles pour pouvoir y arriver. Et voilà, nous avons eu l'indépendance en 60 et que le combat n'a pas rien changé. Hein. Non, écoutez, c'est un processus. Le combat après 60 ans après. 60 ans après, rien n'a changé. Bon, ça je vous laisse. En tout cas, pas grand-chose. Hein. Mais il y a quand même un changement aussi. Aujourd'hui, le peuple congolais est mature politiquement. Le peuple congolais est mature pour défendre ses droits. Mais à l'époque... On n'est toujours pas souverain, hein, comme on n'est pas vraiment indépendant. Comment être indépendant dans la pauvreté Oui, ça c'est un autre débat, parce que ça relève maintenant de nos responsabilités, de responsabilités de Congolais, de politique congolais, de pouvoir y travailler. Donc ça, ce n'est plus le Belge. Ce n'est plus le Belge. Bien entendu, il y a toujours des interférences politiques aussi, de forces extérieures. La colonisation aussi a changé ses formes, hein. Oui, vous avez raison, ça a changé. On parle maintenant de l'impérialisme. Oui, de l'impérialisme. Cette politique
qui nous est imposé venant d'ailleurs. C'est l'impérialisme, et ça c'est aussi une forme de colonialisme après la colonie. Mais cela continue à rester une lutte pour la souveraineté, comme vous l'avez dit. Cette souveraineté, elle doit être notre cheval de bataille aujourd'hui. Parce que la souveraineté, ce n'est pas quelque chose dont on peut se laisser dans la compromission. Parce que ça relève de notre vie, ça relève de l'avenir de notre nation. Donc, pour moi, comme je m'identifie toujours comme souverainiste, vous voyez, parce que même dans la souveraineté, il y a la souveraineté négative et la souveraineté positive. La souveraineté négative. C'est quoi la souveraineté positive et négative? Ben écoutez, la souveraineté négative, brièvement, c'est cette souveraineté dont vous avez l'indépendance, mais qui par ailleurs vous continuez à être sous les dictats de forces extérieures. Mais c'est ce qui se passe aussi. Hein. Ben écoutez, je ne peux pas dire que ça se passe aujourd'hui. Le Congolais est un peuple aliéné. Mais écoutez, bon, le peuple... Cette ingérence-là de l'Occident à chaque fois qu'on a un problème interne dans notre pays, tout ça... C'est nous qui allons chercher ça, en fait. C'est nous-mêmes qui allons chercher ça. Des négociations, ça doit toujours se passer ailleurs, tout ça. C'est nous-mêmes qui allons chercher ça. Je vous rappelle, même en 60, il y a eu des négociations toujours à l'extérieur. Il y a eu des négociations à Antananarive, en Madagascar. Peut-être les gens n'en parlent pas trop. Il y a eu des négociations pour toujours régler le conflit du Congo à l'époque. Alors, pourquoi on doit toujours aller ailleurs pour demander pour qu'on puisse régler nos problèmes, alors qu'on peut les régler aussi à l'interne. Donc, tout ça, ça démontre que notre souveraineté doit être défendue. Mature, alors. Bon, par rapport aux années passées, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire que le peuple congolais comprend mieux ce que c'est la vie politique, ce que c'est la démocratie qu'il y a quelques temps. Ça, c'est un fait. Parce que sous la dictature, le peuple était muselé, personne ne pouvait parler, les gens vivaient dans la peur, mais quand il y a eu du multipartisme, le papa Tshisekedi et le papa Mbouankem Kibasa et papa Liaou se sont battus avec tous leurs contemporains de l'époque, se sont battus pour que le peuple retrouve le droit de la parole. Et ils ont demandé au peuple de pouvoir combattre la peur. Et c'était ça le combat. Vaincre la peur qui régnait dans l'esprit des Congolais. Et les Congolais, après avoir vaincu cette peur, ils commençaient à s'exprimer. Et c'est ça qui a fait que, bon, vous voyez la multitude des partis politiques, vous voyez la multitude des associations et tout le reste. C'est-à-dire, quelque part, il y a eu quand même des avancées. Oui, il y a eu des avancées, il y a eu des gens qui ont lutté, qui ont donné de leur vie pour qu'on en arrive jusqu'à ces points. Alors, que retenir de ce livre? Qu'est-ce qu'on doit retenir et comment l'obtenir? Ben écoutez, je ne peux pas vous dévoiler la lecture de ces livres parce que sinon vous ne l'allez plus l'acheter. Donc, mais tout ce que l'essentiel quand même. Oui, l'essentiel, c'est-à-dire j'ai raconté de manière assez potable le parcours politique du personnage central de l'histoire, ce qui concerne la vie politique de Vincent Robert Mbouankem, partant de son village, son engagement politique, et ses premières armes en politique, sa lutte, ou même ce changement, ces mutations, en étant politique, commerçant, homme d'affaires, est devenu après... Tout a été dit dans ce livre. Tout a été dit. Et sa vie, son histoire, tout. Son histoire et même la manière, sa perception de ce qu'était la vie politique. C'est un modèle, c'est un grand homme politique quand même. Hein. Il faut acheter le livre pour voir aussi comment nos jeunes politiciens peuvent apprendre beaucoup de ce grand homme. Et surtout que c'est parmi les personnes qui avaient résisté même à la corruption. Au jour d'aujourd'hui, à la corruption. Ce sont des valeurs qui nous a léguées. C'est la corruption, c'est-à-dire nous étions témoins. Vous voyez, nous avons vécu avec lui à la maison. Les témoignages que je peux porter, c'est qu'il a résisté à beaucoup de tentatives de corruption. Mobutu a fait des propositions de corruption pour le changer. Il a dit non. Il a dit non.
Et je ne peux pas vous dire quel genre de proposition, mais je vous dis c'était immense par rapport à ce que... Il n'y avait pas vraiment de politiciens ventriotes, hein? Il y en avait, il y en avait, mais il y en avait qui résistaient. Qui résistaient. Et il est parmi ceux-là qui résistaient. Et c'est un modèle, c'est pour ça que je parle de paradigme politique. Comment résister? Comment résister? Comment résister? En tout cas, il faut acheter ces livres, c'est vraiment très important. Hein. Tous les politiciens ou qui aspirent à faire la politique, donc comment résister à la corruption? C'est très très important parce que notre pays, là, vraiment, la corruption est terrible. Alors s'il faut comparer la classe politique ancienne et la nouvelle classe politique, est-ce qu'il y a une différence? Ben écoutez, à l'époque de votre papa Mbouakiem, tout ça, et nos politiques. Oui, bon, la différence, c'est que tout simplement, au jour d'aujourd'hui, on a de nouvelles personnes. Mais on n'a pas renouvelé l'intelligence. Non, il n'y a pas seulement des nouvelles, il y a aussi des anciens, hein, comme Mende et tout ça. Mais à l'époque, aussi. Oui, mais à leur époque, le Mende, le Olengankoi, on les appelait les jeunes Turcs. Parce qu'ils étaient de la génération jeune par rapport à eux. Et les Mende et le Olengankoi voulaient aussi les renouveler dans la classe politique que ce vieux qui... dont parmi eux, c'était le vieux Mbouakiem et ses contemporains, dont il faisait partie. Donc, eux voulaient qu'on change carrément. Mais on change des individus, est-ce que change-t-on des mentalités aussi? Renouvelons-nous l'intelligence. C'est le problème, le changement de mentalité. C'est là où il faut mettre un accent. Renouvelons-nous les personnes, oui, mais renouvelons-nous l'intelligence de ces personnes. Moralité, ça, c'est la question. Aussi, hein. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire là-dessus et j'espère que bon, il y aura un changement parce que notre classe politique actuelle laisse vraiment à désirer. Mais les choses évoluent aussi parce que à chaque vie politique, il y a des enjeux aussi, à chaque étape. L'UDPS des 82, en fait, à la création, c'est-à-dire des années 80, était différente de l'UDPS des années 90. Et l'UDPS des années 90 est différente de l'UDPS de 2000. Vous voyez? Donc il y a au moins 3 actes. De l'UDPS. L'UDPS des années 80, des années 90 et des années 2000. Des années 2000. Et l'UDPS maintenant, la conquête du pouvoir. Avec Félix Tshisekedi. Alors, comme on est en train de parler de l'UDPS, et puis Félix Tshisekedi, c'est lui le président de la République. Comment l'UDPS est au pouvoir? Quelle lecture faites-vous? Comment voyez-vous? Analyse. Faites une analyse. Depuis les 2 ans de l'UDPS au pouvoir. Non, je suis je suis pas politique. Je sais, mais vous pouvez quand même avoir un point de vue. Oui, le point de vue d'un Congolais. Un Congolais comme un Congolais. Un citoyen congolais. Un Congolais lambda comme moi. Bon, mon point de vue, je peux le donner et dire que l'UDPS a commencé il y a quand même longtemps la lutte de la non-violence. Et pendant les 2 ans ici, je félicite. De toute façon, vous demandez de critiquer le pouvoir. Non, je n'ai pas forcément critiqué, mais plutôt je dois savoir... Une critique objective aussi. Hein. Mais écoutez, objectif, comme vous le dites, je peux dire que nos papas n'ont pas lutté pour rien, parce que pour eux, la lutte, c'était la lutte de la non-violence. Et les changements qui s'est effectués dans le pays, dans la non-violence, est à apprécier. C'est là où je me dis qu'il y a quand même une appréciation à ces niveaux-là. Donc, le changement politique, sans qu'il y ait écoulement de sang. Parce que la lutte de l'UDPS, ce n'était pas une lutte violente, c'était dans la non-violence. Et ce changement s'est effectué sans qu'il y ait de violence. Ça, c'est à féliciter. Vous voyez? Donc, ça va quand même jusque-là. Oui, ça ira. Ça ira. C'est vrai, il y a toujours des écueils, il y a des difficultés liées à la nature de l'homme, liées à la nature des uns des autres. Mais je crois que dans la lutte dans laquelle nous allons avec l'union sacrée, des choses... Parce que l'union sacrée cherche quoi? L'union sacrée, si vous voulez mon opinion, ça cherche le nous. Les nous. Les nous, là, c'est ça que l'union sacrée cherche. Oui, et l'UDPS... Travaillons ensemble. Oui, et l'UDPS aussi a travaillé dans sa lutte pour le nous. Mais il y a un problème dont il faut travailler ici, dont il faut relever ici. Le nous, là, ça ne pourra pas être le nous si, à chaque fois, nous devons sortir dans les médias pour dire nous, ressortissants
Ça, c'est un recul. Ah, c'est ça aussi. Hein. Nous, ressortissants. Amis de nous. Donc, nous sommes nous, mais nous disons ressortissants. Ça, c'est un recul. Vous voyez, c'est là où il faut faire la différence. On doit parler Congo. On doit parler nous, Congo. Congo, oui. Nous, Congo. C'est ça qui fera notre force, dans la diversité. Parce que nous avons une société aussi fragmentée aussi. Nous avons les Bangala, les Baswahili et tout ça. Hein, c'est ce qui pose problème aussi. Hein. Tribalisme, tout ça. C'est ce qui fait reculer le pays. Exactement. Oui, d'accord. Alors, pendant que l'on parle de votre livre, dans l'Est, l'insécurité bat son plein, quelle est selon vous la meilleure recette pour mettre fin à cette insécurité? Vu que vous êtes diplomate aussi. Hein. Oui, je suis diplomate. Nous avons comme l'impression que la diplomatie congolaise a un peu échoué sur ce point. Vous savez, je fais partie d'une association, une ASBL, Think Tank, qui est en France, qui s'appelle Innovation pour la politique en Afrique subsaharienne et au Congo. C'est une association qui travaille sur des innovations politiques. Ça s'appelle Innova. C'est une association qui réfléchit, qui cogite sur des innovations politiques pour arriver à bout de tout ce qu'il y a comme difficulté au niveau de l'Afrique, au niveau du Congo en particulier. Oui. Alors, quand vous me posez la question sur la question de l'Est, oui. Mais la question de l'Est, elle est complexe. Elle est complexe, ce qui fait que, vu les enjeux dans la région, tout comme à l'intérieur du pays, il faut arriver à bouger les lignes. Comment bouger les lignes? Il faut arriver à changer des paradigmes politiques. Il faut arriver à changer notre système politique. Parce qu'en fait, la grande question, c'est là où il faut regarder le problème. C'est notre système politique qui pose problème. Le système politique aujourd'hui au Congo, qui est la démocratie libérale, qui vise en fait la paix démocratique, n'est pas arrivé à régler ce problème. Parce que depuis 2006, nous avons une constitution qui met en avant cette démocratie libérale, ce qui veut dire en simple, pour faire simple, ça veut dire qu'il faut arriver à régler le problème par la paix, par la négociation. Et vous me posez la question, comme diplomate, c'est-à-dire la diplomatie marche-t-elle ou ne marche-t-elle? Non. La diplomatie, il faut d'abord savoir qu'en dehors de son aspect de mise en scène, parce qu'il y a l'aspect mise en scène de la diplomatie, ce qui relève du protocole, tout ce qu'il y a comme échange de notes verbales, et tout ce qui est comme image des pays, tout ça. Mais il y a l'autre aspect, la ruse, c'est l'art de la ruse. Et dans la politique étrangère, vous voyez, il y a deux axes. Il y a l'axe qu'on appelle l'axe stratégie qui est lié à l'action militaire et l'axe diplomatie. Et diplomatie, c'est la ruse. C'est comme dirait... La ruse, là, non, mais semble être inefficace. Non, mais attendez. Si vous prenez cette ruse-là, ça veut dire quoi dans la ruse, dans la diplomatie? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la ruse du renard et la force du lion. Ça, ce sont des fondamentaux du réalisme politique. C'est-à-dire, la force du lion, c'est l'action militaire. En même temps, vous utilisez la ruse du renard pour aller en diplomatie, négocier. Vous ne pouvez pas négocier en position de faiblesse. Et au niveau intérieur, comme je dis, on parle de la politique du bâton et de la carotte. Le bâton de la carotte. Le bâton et la carotte. Le bâton et la carotte. Voilà. Ça veut dire? Ça veut dire que vous donnez la carotte quand ça va... C'est-à-dire, quand il faut négocier quelque chose, quand il faut négocier la paix, vous essayez d'appeler les belligérants à la table de négociation. Mais quand ça ne marche pas, il faut appliquer le bâton. C'est comme un enfant à la maison. Quand l'enfant, vous lui donnez un conseil, l'enfant n'entend pas. Et l'enfant va plus loin. Il prend même une pierre, vous jette dessus. Et vous frappez. Vous frappez. Donc, comme la négociation là ne marche pas, la ruse, là, ça ne marche pas. Donc, on doit frapper. On doit utiliser maintenant les bâtons. C'est ça. C'est là où je voulais marteler. On va faire la guerre. Absolument. Il faut, pour faire la guerre... On dit toujours qui veut la paix. Prépare la guerre. Ouais, vous avez bien dit. Vous avez bien dit. Ça veut dire que... Mais avec quels moyens aussi, hein? Les moyens posent problème aussi. C'est là qu'il faut monter en capacité de puissance. Et pour monter en capacité de puissance, il faut travailler. Et cette ruse-là dont j'évoque ici, c'est-à-dire qu'il faut travailler dans le sens de lever l'embargo sur les armes. Le Congo aujourd'hui souffre encore. Nous sommes un pays en état de guerre
Mais nous avons un problème, la levée de l'embargo sur les armes. Il faut travailler là-dessus. Et c'est là où la diplomatie doit travailler. Chercher à ce que le Congo soit en mesure, comme tous les États du monde, arriver à s'approvisionner en armes et en munitions pour pouvoir être en mesure de défendre la souveraineté dont on a parlé ici. Donc, il faut arriver à monter, il faut être en capacité de puissance au jour d'aujourd'hui. Mais pour faire ça, il faut aussi connaître ses adversaires. Mais qui tire les ficelles? Qui est responsable de cette guerre ou bien massacre dans l'Est de la RDC? Non, il faut seulement... Qui sont les responsables? Parce que depuis, ça fait plus de 20 ans maintenant. Oui, il faut non seulement connaître ceux qui sont de l'autre côté. Et puis la mort de l'ambassade, de l'ambassadeur de l'Italie devait quand même interpeller la communauté internationale, que ça ne va pas. Non, nous ne devons toujours pas jeter de pierre à la communauté internationale. La communauté internationale, c'est qui tire les ficelles. La MONUSCO est là depuis. Hein? Moi, je vais vous dire ceci. Rien n'y va. Moi, je vais vous dire ceci. Au jour d'aujourd'hui, le monde extérieur est à la conquête de la RDC. Ça, c'est un fait. Moi, je viens de l'extérieur, je vous dis ça. Le monde extérieur est à la conquête de la RDC. De la RDC. Voilà. Donc, il n'y aura jamais la paix ici. Non, le système international est fait pour ça. Et tout le monde vient par les différents canaux. On utilise différents moyens et le système international facilite ça. Et nous devons être en mesure de monter en puissance pour défendre ça. Pourquoi est-ce que... Moi, je vais vous poser une question. Enfin, je ne suis pas autorisé à vous poser la question, mais... De toute façon, je ne veux pas répondre. Bien entendu. Mais je pose la question. Et répondez vous-même. Oui, je pose la question. Pourquoi est-ce que chez nous, on ferme la maison? Pourquoi quand on dort, on ferme la maison? Pourquoi non, ailleurs, on ne ferme pas. Hein. Non, on ferme. Mais, du moins, même si on ne ferme pas double quai, mais du moins, on ferme la porte. Parce qu'on a peur de l'autre. On a peur que le voleur n'entre. Ce voleur-là, ce sont des gens comme nous. C'est-à-dire, ils se mettent dans la position de pouvoir chercher ce que vous avez. Et ce que vous avez, c'est ce qu'eux aussi ont besoin. Ça veut dire qu'il faut d'abord connaître la nature humaine. La nature humaine, nous avons tous les mêmes besoins, physiologiques et psychiques. Et c'est la différence tout simplement, c'est que les autres prennent du courage pour aller chercher ce dont ils ont besoin. D'autres ne prennent pas ce courage. Hein? C'est pourquoi ils viennent, parce qu'on a tout ici chez nous. Bientôt là, ça sera la guerre de l'eau, hein? Le bassin, le fleuve. Ah mais écoutez, c'est là où nous devons être en mesure de monter en puissance. Oui. Et il faut qu'on arrive à développer cette capacité-là. Et c'est là où il faut absolument axer notre politique. On ne parlera plus des minéraux d'ici là, ça sera le bassin. Parce que tout le monde veut ça. Oui. Et on y va par différents moyens, par différents canaux. Et nous devons être en mesure de nous défendre. Et vous voyez, dans la région ici, nous avons un problème. Parce que les systèmes politiques qui s'appliquent ici au Congo, c'est dont j'ai parlé, la démocratie libérale, ne s'applique pas dans tous les pays de la région. Et ils ont notre politique. Ce qui est différent des pays de l'Afrique australe, d'où je viens. Là-bas, ils ont une histoire quasi commune. Tous ces pays-là ont connu des mouvements de libération. Et aujourd'hui, leur système se ressemble et ils coopèrent très bien. Mais nous aussi, nous cherchons à coopérer avec des pays de la région. Mais ces pays de la région n'ont pas le même système que nous. Donc, il y a un antagonisme, même de compatibilité entre les deux systèmes. Donc ça fait qu'il y a un problème. Et on doit d'abord arriver à ce que, c'est comme à l'Union européenne. L'Union européenne, ça marche bien, on parle de la démocratie libérale, on discute calmement, on règle les problèmes, les différends par des négociations, par des discussions, parce qu'ils évoluent tous dans le même système. Mais ici, nous avons un problème. Ceux qui sont dans la région ne partagent pas le même système que nous. Même si nous avons la bonne volonté de pouvoir promouvoir la paix par la négociation, par les échanges, par la coopération, mais ils ont peut-être des agendas hégémoniques. Ils ont des agendas parce que ce sont des pays avec des régimes autoritaires. Donc ça pose un sérieux souci là-dessus. Alors, comme je venais de le dire tantôt, que non, la diplomatie semblait être inefficace à l'Est, comment les minéraux semblent être la raison majeure de cette guerre. Cette guerre, c'est une guerre des minéraux. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que nous chutons déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout ça s'arrête? Oui, la guerre... Aujourd'hui, le Félix Tshisekedi, c'est lui le président de l'Union africaine. Que doit-on attendre de lui? Est-ce qu'il y aura un changement? Non, il doit y avoir un changement.
Il doit y avoir un changement si, comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous arrivons à adopter une autre politique. Et pour moi, je suis en train de promouvoir la politique néo-conservatrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous devons être en mesure de pouvoir prendre la souveraineté comme cheval de bataille en adoptant une politique non seulement de coopération, mais une politique de montée en puissance. Et cela relève de notre survie même. Et si on ne change pas de paradigme, mais si on ne change pas d'idéologie... Des promesses de paix non tenues? Non, c'est pour ça qu'il y a des réformes. Oui. C'est pour ça que les présidents parlent de réformes. Et ces réformes doivent être des réformes en profondeur, pas des réformes cosmétiques. Parce que ces réformes vont amener, exactement comme on le souhaite, qu'on puisse changer des directions politiques. Et que notre pays arrive à pouvoir monter en puissance et en puissance militaire. Et même en puissance économique parce que nous avons les moyens. Parce que la politique et l'économie vont ensemble. Il y a des moyens, hein. Nous avons des moyens comme vous venez de le dire, hein, malgré qu'il y a toujours des détournements par-ci par-là, 14 millions, 15 millions, 100 millions, 300 millions. Hein? Bon, on ne sait pas où va tout cet argent. On pouvait bien acheter des armes, je ne sais pas, pour faire la guerre à nos adversaires quand même. Mais c'est pour ça que vous voyez, il y a des procès. Au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs procès qui sont en train de se dérouler pour arriver à éradiquer ces antivaleurs-là de corruption. Voilà. Eh bien, alors, mot de la fin, et puis dites-nous comment obtenir ce livre. Ben, écoutez, je recommande vivement le public à s'octroyer ces livres qui parlent en même temps de l'histoire de Vincent Robert Mbouakem, mais qui s'apparente aussi à l'histoire du pays. Parce qu'il a été à tous les rendez-vous. Il faut beaucoup lire, hein? C'est très très important. On n'a pas vraiment cette culture, mais il faut lire. Je recommande ces livres à tous mais si vous ne savez pas les amoureux de la lecture. Oui, si vous ne savez pas lire tous les livres, vous pouvez lire, je vous recommande l'avant-propos. Ne serait-ce que l'avant-propos. Ouais. Alors, où obtenir? Comment obtenir? Oui, jusque-là, je n'ai pas encore établi un point de vente ici à Kinshasa. Je suis en train de m'organiser à ce sujet. Mais si vous pouvez commander sur Amazon ou sur Fnac, vous pouvez les avoir. Et je crois que tout le monde connaît ce que c'est Amazon, ce que c'est Fnac. Ok, alors un petit message de la fin? Ben écoutez, pour le Congolais, puisqu'on a parlé un peu, on a juste parlé en sécurité, hein, parce que vous êtes diplomate, hein, c'était vraiment très important. Un petit mot de la fin et puis on se dit au revoir. Ben écoutez, je souhaite que le Congolais arrive à s'octroyer, à protéger leur souveraineté politique, leur souveraineté sociale, leur souveraineté de vie, pour que nous puissions être toujours le nous, pas le nous ressortissant d'eux. Ça nous divise. C'est ça, en fait, quand il faut lutter ici. Bien entendu, on appartient toujours à une famille, mais quand on parle du Congo, quand on vient parler du Congo, dans le public, on n'appartient plus à une famille, non. C'est comme le président de la République est là, c'est le président de tout le monde. Ce n'est pas seulement le président de l'UDPS, il n'est plus de Kassaï, non. C'est le président de tous les Congolais. Exactement, voilà. Exactement. Ça sera tout. Merci en tout cas Jean-Claude Mbouakem d'être venu. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir M. Jean-Claude Mbouakem, écrivain et diplomate de carrière. Ben, voilà, ça sera tout. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.